Il y a presque autant de façons d'affiner un backlog qu'il y a d'équipes. Tout le monde le fait à sa sauce. Parfois, c'est une bonne chose, et parfois non. Dans cette vidéo, nous vous donnons nos astuces pour tirer le plus de valeur de l'affinage du backlog. Bienvenue sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile. Et dans les nombreuses équipes que nous avons pu accompagner, on a pu voir qu'est-ce qui marchait particulièrement bien dans certaines équipes, et justement, on va vous les partager. On vous les donne ici dans cette vidéo pour que vous puissiez à votre tour les essayer. Et bien sûr, comme sur les autres épisodes de cette série, vous allez découvrir un outil à télécharger que vous pourrez utiliser dans votre équipe. On vous recommande de réfléchir à qu'est-ce que vous entendez par affinage. Nous, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a finalement 4 sortes d'affinage, 4 thèmes, choses différentes qu'on a besoin d'affiner. Et notre conseil, c'est de prendre du recul par rapport à ça, de faire peut-être l'analyse, que vous vous rendiez compte si vous aussi vous avez ces différentes sortes d'affinage, parce que finalement, on va peut-être voir les traiter différemment. Et on vous en parle parce que justement, ça a beaucoup de valeur de prendre du recul par rapport à ça, et que vous aussi, vous réfléchissiez par rapport à ces différentes sortes d'affinage que vous avez. Tout d'abord, la plupart des équipes prennent un temps dédié pour présenter les sujets à venir, pour se les approprier, mais aussi et surtout pour les prioriser. Potentiellement, si vous êtes une équipe qui est estimée, oui, alors je précise, si vous êtes une équipe qui est estimée, parce qu'il y a d'autres manières de s'organiser, de fonctionner, que de passer par des estimations. Donc si vous estimez, ce serait là, pendant ce moment, pendant ce temps, où on présente les sujets et on les priorise, où on ferait ces estimations justement, de manière très macro, de manière très approximative, vraiment en mode estimation agile, sans se prendre la tête. Dans ce temps d'affinage, on reste à haut niveau. Il y a un deuxième temps d'affinage où là, on va vraiment rentrer dans le détail des choses. On va préciser et puis surtout spécifier. Parce que tout simplement, au bout d'un moment, quand on implémente quelque chose, on a décidé qu'est-ce qu'on allait implémenter exactement. Petit aparté, la plupart des équipes ont tendance à faire ça en avance de sprint, mais soyons clairs, le sprint planning est censé servir à ça. Si vous avez l'habitude comme ça de faire vraiment des gros travaux de spec en avance de phase, il y a un cycle en V qui se déguise là-dessous. Il y a généralement un troisième temps qui existe pour l'affinage, qui sert à explorer et à construire le backlog. C'est certainement un sujet sur lequel le product owner a un focus particulier, où il a le lead, où il mène ces sujets-là, mais rappelons que ce ne sont absolument pas ses activités, rien qu'à lui. Donc là, on parle d'activités qui incluent typiquement des entretiens utilisateurs, des tests utilisateurs. Et enfin, le quatrième temps d'affinage qu'on voit souvent, c'est un moment qu'on se prend pour investiguer en profondeur des sujets à risque. Traditionnellement, il y avait un outil qui s'appelle le Spike, qui était utilisé, qui servait à ça. Notre conseil vraiment, c'est séparer là ces différentes sortes d'affinage. Et posez-vous la question pour chacun d'entre eux, c'est quoi sa pertinence? Et c'est quoi le bon moment pour le faire? C'est quoi sa bonne temporalité? Et puis, avec qui? Qui a besoin d'être là pour le faire? Bon, et vous vous demandez peut-être... c'est quoi la bonne manière de faire par défaut? Selon nous, Scrum Life, si on reprend ces 4 temps, qu'est-ce qu'on va voir? Le premier temps, sur vraiment on présente les sujets, on les priorise, ça doit être quelque chose qui doit être rapide. Puis bon, vous aurez peut-être compris qu'en plus, on est plutôt pro no estimates, et que donc les estimations, tout ça, on vous recommande de trouver d'autres manières de vous organiser que de passer par là. Le deuxième, où effectivement on va préciser, spécifier les choses, en fait, vous le faites en sprint planning. Si on regarde Scrum, le sprint planning, c'est exactement à ça qu'il sert. Et c'est pour ça qu'il est prévu pour pouvoir être aussi long, en fait. Le troisième, on va travailler pour explorer, construire le backlog. C'est du vrai travail, en fait. Oui, du travail d'équipe, pas juste le PO dans son coin. Et ce travail, vous le faites en continu, voire même encore mieux, dans le cadre du sprint. C'est assez logique, si dans votre backlog, vous n'avez pas des solutions implémentées, mais des problèmes à résoudre, et donc à explorer, voilà, ouais. L'exploration fait partie du travail et donc du sprint. Et puis pour le quatrième, justement, où là c'est des explorations plus techniques, en quoi c'est différent du 3 finalement? C'est du travail aussi. Et ça, l'air de rien, c'est assez important. Apprendre, ça a de la valeur. Et les sprints, ils servent à ça. Ils servent à apprendre. C'est pas tabou d'apprendre. C'est vos sprints, c'est des choses où vous avez tout préparé en avance. Vraiment, réfléchissez à est-ce que c'est le bon mode de fonctionnement. Parce que juste parler tous ensemble face à un outil de gestion de tickets, c'est et pas efficace, tout en produisant un résultat qui de toute façon est pas top au niveau qualité. Voilà ce que ça donne ce genre de réunion un peu bateau. Alors bon voilà, attendez, je partage l'écran avec le backlog. Bon, ça devrait arriver, ça rame un peu. C'est bon, donc on est sur l'élément 5372 à propos des bannières. Bon, niveau règles de gestion, on affiche quand?
Ouais, t'as raison, c'est important. Mais alors attends, ça, je l'ai dans un autre doc. Je vais l'ouvrir et le recopier ici. Voilà. Donc, les règles de gestion des bannières, on les affiche seulement quand... Oui, vous avez vu, c'est pas très engageant pour personne au final. Alors que le refinement, ça peut être fait de plein de façons différentes. On peut faire des ateliers justement pour éviter un petit peu ce format un petit peu trop scolaire. Et c'est trop bien les ateliers pour ça. Pour les ateliers de refinement, vous pouvez vous pencher vers les liberating structures par exemple. Il y a plein de formats différents qui peuvent vraiment s'adapter à votre contexte et qui va faire que la réunion sera intéressante. Si vous cherchez à structurer le backlog par exemple, vous pouvez penser au User Story Mapping. On en a déjà parlé sur la chaîne. Hein. C'est un super atelier qui permet justement de bien comprendre dans quel sens faire notre produit et donc qu'est-ce qu'il doit y avoir dans le backlog. Si vous cherchez plutôt à réfléchir dans le détail et à spécifier un sujet avant de partir en développement, tout en faisant attention de ne pas faire de la convergence prématurée, eh bien vous avez l'example mapping, on en a aussi parlé sur la chaîne. Et même pour les roadmaps. Pour les roadmaps agiles bien sûr, hein, eh bien vous avez aussi l'atelier de l'extreme quotation. Ça peut vous permettre très rapidement de prendre des décisions basées sur est-ce que quelque chose va être compliqué à faire ou pas. Si vous cherchez plutôt à faire de l'investigation, le mob programming est très bon pour ça. Hein. C'est un format qui permet à plusieurs personnes, voire toute l'équipe, eh bien de collaborer ensemble pour réfléchir sur un sujet, pour creuser quelque chose. Dans les équipes et les organisations qu'on accompagne, quand on leur présente les différents ateliers dont on a pu vous parler à l'instant, il y a une question récurrente qui revient toujours, c'est avec qui on le fait? Est-ce qu'on le fait avec toute l'équipe? Ouais, très clairement, hein, l'inquiétude sous-jacente, elle est là, elle est prenante, c'est « Oh là là, mais ça va coûter cher si on le fait avec tout le monde. C'est pas possible de faire ça avec tout le monde. » C'est une vraie question, effectivement. Si on met tout le monde dans la pièce, oui, ça va coûter cher. En tout cas, on voit très clairement le coût que ça représente, hein, du temps de chaque personne multiplié par ce nombre de personnes. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on risque de perdre si on n'emmène pas toute l'équipe? Si on le fait uniquement avec les personnes nécessaires? Oui, enfin, justement, nécessaires qu'on imagine nécessaires quand on organise l'atelier, parce qu'on n'est pas devin. Et là, il faut vraiment faire très attention. C'est pas aussi simple que juste se dire « s'il n'y a pas tout le monde, ça nous coûte moins cher ». Car il y a une autre chose qui est très importante à prendre en compte. C'est le coût d'ensuite partager l'information avec ceux qui n'étaient pas là. La question reste extrêmement pertinente et contextuelle. Hein. La bonne réponse dépend aussi de votre contexte, de votre équipe, de votre type de produit, de la compétence de chacun, de votre domaine. Mais vraiment, n'oubliez pas de prendre en compte le coût d'ensuite communiquer l'information à ceux qui sont absents de l'atelier. Donc typiquement, si vous êtes sur une petite équipe, bon, ne cherchez pas, vous embêtez pas, vous embarquez tout le monde. Si c'est une grosse équipe, effectivement, c'est moins évident. Mais réfléchissez-y quand même. Est-ce que, par exemple, ça arrive souvent qu'on fasse autre chose que ce qu'on s'est dit qu'on devait faire? Ou de trouver des soucis, des problèmes qu'on aurait pu détecter plus tôt? En y réfléchissant plus, en réfléchissant ensemble. Voilà, d'avoir du travail de rework, de devoir refaire le même travail, des incompréhensions, etc., etc. Regardons justement comment un Scrum Master, par exemple, pourrait amener la réflexion là-dessus. Bon les gars, on n'a pas réussi l'objectif de sprint. Vous l'expliquez comment? On s'est rendu compte qu'il fallait refaire le système d'approvisionnement. Bah oui, mais vous n'aviez pas implanté les bonnes règles de gestion. Sans ça, c'est difficile de considérer que l'objectif était atteint. On s'en est rendu compte le dernier jour. Et c'était trop tard, plus le temps. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? Pourquoi on n'a pas implanté les bonnes règles? Ouais, comme d'habitude, c'est une vraie question ça. La spec était pas claire, on n'y comprenait rien, comme d'habitude, quoi. Je ne suis pas d'accord avec toi. On a rédigé les specs ensemble, on en a beaucoup parlé et on a explicité les points en question. Ouais, je confirme. C'est ça qui m'énerve le plus dans l'histoire, c'est qu'on en avait parlé. Ah bon, mais vous en aviez parlé quand? C'était ça le point de mardi? Parce que moi j'étais occupé pendant ce point-là à finaliser le module principal. Visiblement, l'information ne s'est pas diffusée dans toute l'équipe. Est-ce que ça aurait du sens de dire que lorsqu'on travaille sur ce type de sujet, il faut qu'on soit tous là, histoire qu'on soit tous alignés? Ça pourrait être notre prochaine action de rétrospective? Vous en pensez quoi? Carrément. Ah bah ouais, carrément, ouais. Ah, cette situation, elle était vraiment très courante. Hein. On se dit, on va optimiser, on va pas mettre tout le monde dans l'atelier, et puis après, il nous manque des choses, et on se rate, lamentablement. Et justement, les ateliers, faire des ateliers plutôt que juste des discussions, c'est super puissant pour ça, pour communiquer l'information. Parce que justement, les ateliers, ça crée des livrables qui vont ensuite aider à communiquer ce qui est sorti de l'atelier. Un bon exemple, justement, c'est l'example mapping. L'example mapping, une fois que vous êtes vraiment arrivé au bout de l'atelier, ce qu'on vous recommande, c'est de prendre un peu de temps pour réordonnancer les différents éléments entre
Pour que ça raconte une histoire, on commence par les cas les plus simples, les règles les plus simples, et puis progressivement, on les complexifie. On rajoute des règles, des exemples qui se combinent avec les précédentes. Et ça ensuite, quand vous devez communiquer le sens aux personnes qui n'étaient pas là à l'atelier, c'est très puissant, ça aide beaucoup. Donc encore une fois, à vous de trouver le bon équilibre. Puis un bon conseil de toute façon, c'est expérimenter, tester des choses. Mais encore une fois, n'oubliez pas, gardez bien en tête, vraiment, ça coûte très très cher quand on a des personnes qui sont pas alignées, qui n'ont pas l'information, et ensuite, on perd un temps fou, quoi. Pour beaucoup d'équipes, le moment du refinement, de l'affinage, c'est aussi le moment d'estimer les tâches. Les user stories, les tâches, tout ça, enfin bon, les éléments de backlog. Ce qu'on vous invite à faire sur Scrum Life, eh bien, c'est de réfléchir. Pourquoi vous avez ce besoin d'estimation? De vous demander et de savoir répondre à la question, à quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'on va en faire? L'estimation, ça reste un outil qui va vous permettre potentiellement de prendre des décisions ou de passer de l'information à quelqu'un qui va prendre des décisions, de prendre la décision de ne pas faire quelque chose peut-être. Bref, les estimations sont vraiment un outil de prise de décision. Il est important de savoir pour tout le monde à quoi vont servir ces estimations. Et peut-être que le meilleur moyen d'accomplir ce que vous souhaitez accomplir avec les estimations n'est pas l'estimation. Ou en tout cas, ni en story point, ni en heures, etc. C'est vraiment important, ça paraît trivial, hein, on dit oui, pas d'estimation, etc. Mais c'est vraiment important de comprendre le besoin derrière l'estimation. Encore une fois, l'estimation n'est qu'un outil. Alors je les entends les arguments sur les estimations. Oui, mais d'estimer, ça génère plein de discussions super utiles entre les membres de l'équipe. Donc si, c'est utile d'estimer, non ? C'est vrai, bien entendu, grâce au poker planning, ça nous permet d'avoir vraiment un moment dédié à la présentation des éléments, de les expliquer, de générer des questions, de la discussion, et ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Et on peut l'avoir même en NoEstimate, justement grâce au planning poker NoEstimate. On vous propose notre template que vous pouvez télécharger et mettre par exemple sur un tableau blanc numérique sur lequel vous pouvez faire voter l'équipe par exemple. Comment ça marche déjà cette sorcellerie ? C'est simple, tout comme un planning poker traditionnel, on va avoir les éléments de backlog qui vont être expliqués à l'équipe et l'équipe va choisir une carte pour essayer d'estimer l'élément. Alors que dans un planning poker traditionnel, l'équipe a le choix généralement dans la suite de Fibonacci, 1, 3, 5, etc. Là, l'équipe va avoir le choix seulement entre deux cartes, le 1 ou le plus grand que 1. Et on se dit juste que pour que quelque chose puisse rentrer dans le sprint, eh bien, il faut qu'il soit égal à 1. Donc, suite à l'explication, chacun choisit sa carte. Et tant que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que ce soit 1, eh bien, on en discute pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on pense que c'est supérieur à 1. Et soit on a mal compris, et à ce moment-là, on réestime et c'est peut-être égal à 1. Soit effectivement, c'était supérieur à 1. Et là, on va réfléchir à comment découper le problème pour que la solution qu'on va chercher soit, elle, égale à 1. Si vous essayez, racontez-nous dans les commentaires comment ça s'est passé. Et si ce n'est pas le Poker Planning NoEstimate, laquelle de ces astuces vous allez essayer? Vous pouvez télécharger le jeu de cartes simplement en vous inscrivant sur notre formation. Mais attendez, vous n'êtes pas encore abonné? Dites-nous pourquoi dans les commentaires et puis pourquoi pas vous abonner d'ailleurs. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, la liker et puis nous on vous dit à la semaine prochaine.